Bonjour amis de l'histoire antique, je vous propose aujourd'hui une vidéoconférence sur les relations entre les Grecs et les Perses. Donc les interactions entre les civilisations grecques et perses représentent un chapitre singulier et fascinant de l'histoire antique, sachant que ces deux puissances situées aux extrémités opposées de l'immensité géographique et culturelle de l'ancien monde tissèrent des liens complexes et parfois tumultueux qui laissèrent une empreinte indélébile sur le paysage politique et culturel de leur époque. Au VIe siècle avant notre ère, l'émergence de l'Empire perse sous la férule des Achéménides engendra une nouvelle configuration dans laquelle les Grecs et les Perses se retrouvèrent en position de voisinage. Les guerres médiques cristallisèrent l'antagonisme entre ces deux civilisations qui atteignit donc son apogée avec les célèbres batailles de Marathon, des Thermopyles et de Salamine. Cependant, au-delà des conflits militaires, les échanges culturels, économiques et intellectuels entre les Grecs et les Perses furent tout aussi significatifs, et la conquête d'Alexandre élargit encore davantage les frontières de cette rencontre. Car après avoir vaincu les Perses et pris la suite des Achéménides, Alexandre vanta une fusion des élites gréco-perses, créant un pont entre les deux mondes et facilitant une circulation des idées durant toute l'époque hellénistique. Donc, concernant mes sources, je m'appuierai, comme à mon habitude, essentiellement sur des pages Wikipédia auxquelles j'ai contribué activement pour certaines, liens en description. Donc voyons en thème numéro 1 les origines des Perses. Donc les Perses, ou Parsus en vieux perse, sont un peuple iranien parlant une langue indo-européenne. Donc j'emploierai sciemment le terme de perse et non celui de persan, qui est davantage relatif aux traits culturels ou à la langue. Donc le terme de Perse, en tant que région, est attesté pour la première fois dans des sources assyriennes du IIIe millénaire pour désigner une région appartenant alors aux Sumériens. Donc le nom de cette région fut adopté par un peuple nomade iranien qui émigra à la fin du deuxième millénaire depuis le nord de l'Iran vers cette région, connue finalement sous le nom de Perse ou plutôt de Perside, l'actuelle province du Fars dans le sud-ouest du plateau iranien. Et donc une inscription néo-assyrienne du IXe siècle est la première attestation du peuple perse en tant que tel. Donc ce peuple, de même que leur cousin Mède du nord de l'Iran, appartenait à la branche indo-iranienne des peuples de langues indo-européennes. Donc les Perses étaient culturellement et linguistiquement très proches des Mèdes, expliquant que les Grecs puissent les confondre, d'où le terme de guerre médique. Donc les Perses étaient des descendants des Aryens qui arrivèrent d'Asie centrale sur le territoire de l'Iran actuel vers le milieu du deuxième millénaire. Mais il faut bien voir que les Perses se mélangèrent avec les Élamites qui habitaient alors la région qui allait de Suse au Fars. Et les Élamites regroupaient notamment donc des populations sémites, mais aussi des Kassites. Mais à voir que leur langue reste très complexe à classifier. Donc les Aryens, comme tous les peuples de langue indo-iranienne, sont rattachés à la culture d'Andronovo, qui s'épanouit en Asie centrale à partir du XIXe siècle. Et à voir que le terme Iran signifie littéralement royaume des Aryas. Donc les linguistes supposent qu'une dissociation s'opéra vers 2000 entre les langues iraniennes et les langues indo-aryennes. Donc l'ancêtre de la langue persane est l'avestique, dont le terme provient de l'Avesta, donc qui désigne le texte sacré du masdéisme. Et donc ce texte est né d'une tradition orale très ancienne, mais le corpus de l'Avesta fut écrit tardivement, probablement du temps des Sassanides, donc à la fin de l'Antiquité. Donc l'Avestie donna ensuite le vieux perse. Celui-ci utilisait une graphie cunéiforme qui contenait 36 signes ressemblant au cunéiforme akkadien, donc une langue sémitique qu'il avait emprunté aux Sumériens. Sachant que le vieux perse est la langue parlée à la cour achéménide. Et donc les chercheurs s'accordent aujourd'hui pour dater l'invention de cette écriture cunéiforme autour de 525. Donc, du temps des Sassanides, les Perses parlaient le moyen perse, dont est issu l'actuel persan. À voir que le persan moderne s'écrit dans un alphabet
dit perso-arabe et emprunte de nombreux mots justement à l'arabe. Concernant les aspects religieux, la principale divinité du panthéon perse est Ahura Mazda, qui est associée au feu, et qui donna son nom à la religion mazdéenne. Donc, le mazdéisme est une religion profondément dualiste entre le bien et le mal, sachant que le zoroastrisme est la version monothéiste de cette religion. Donc, les prêtres officiels du culte étaient les mages, donc qui a donné le terme qu'on connaît en français. Et on peut aussi évoquer une autre divinité iranienne importante qui est Mitra, donc qui est commune au peuple indo-arien. Elle est mentionnée dans l'Avesta et dans des inscriptions des rois perses, temps des Achéménides. Donc le culte de Mitra, qui est une divinité solaire, connut un grand succès à l'époque hellénistique et plus tard dans l'Empire romain. Donc sous l'Empire sassanide, la religion officielle des Perses était le zoroastrisme. Et la conquête arabe de l'Iran au 8e siècle entraîna la conversion progressive de la majorité des Perses à l'islam. Voyons en thème numéro 2 la formation de l'Empire achéménide. Donc les Perses fondèrent deux empires majeurs, l'Empire achéménide du 6e au 4e siècle, avant notre ère, et l'Empire sassanide du 3e au 8e siècle, donc avant notre ère. Alors je n'évoquerai pas ici les Sassanides. Donc les Achéménides s'avèrent en fait au départ être un clan aristocratique. Donc le terme d'Achéménide provient d'un roi hypothétique appelé Achéménès et considéré comme l'ancêtre de Cyrus II, le véritable fondateur de l'Empire perse. Donc l'émergence des Perses en tant que groupe distinct remonte, on l'a vu, au début du premier millénaire. Et jusqu'à cette date, ils regroupaient au nord de l'Iran plusieurs tribus et étaient dépendants des Assyriens. Puis sous la pression des Mèdes et des Assyriens, ils migrèrent vers le sud des monts Zagros pour s'installer progressivement dans la région d'Anshan, donc en Elam, vers le 9e siècle. Donc autour de 750, le premier royaume Mède fut fondé au nord de l'Iran. Puis un dénommé Pespès aurait agrandi le territoire des Perses en faisant la conquête du royaume d'Anshan et du Fars, gagnant le titre de roi, tandis qu'à la même époque, le roi assyrien Assurbanipal prenait Suse. Et donc après la chute du royaume assyrien en 612 sous les coups des Mèdes, les Perses reconnurent l'autorité des Mèdes. Et donc en 559, Cyrus II, dit le Grand, accéda au trône. Il parvint à unifier les deux royaumes perses et lutta contre les Mèdes qui furent vaincus en 550. Et il déclara à cette occasion que les Perses, autrefois esclaves des Mèdes, étaient devenus leurs maîtres. Donc sous son règne, l'Empire perse connut une formidable extension. Il fit la conquête de la Babylonie, de la Lydie, donc du roi Crésus, de la Bactriane, ainsi que d'autres provinces de Haute-Asie. Il soumit également les cités grecques d'Ionie. Donc son fils Cambyse II fit lui la conquête de l'Égypte, mettant fin pour un temps à l'histoire pharaonique. Donc Darius Ier mena lui ensuite campagne contre les Scythes en s'alliant à cette occasion avec les Ioniens et mit la Thrace sous sa tutelle. Alors Darius chercha également à étendre sa domination sur la mer Égée en faisant la conquête de Samos vers 520. Et donc à cette date, l'Empire perse était le plus vaste empire que le monde avait jamais connu. Donc Darius voulut ensuite s'attaquer à la Grèce qui avait soutenu la rébellion des colonies grecques d'Ionie, alors sous sa tutelle, mais la défaite des Perses à Marathon, 490, le força à restreindre les limites de son empire à l'Anatolie. Et donc c'est sous le règne de Darius que furent construits les palais royaux de Persépolis et de Suse. L'empire était alors divisé en une vingtaine de provinces que les Grecs appelaient satrapies, du nom d'un terme en persan. Donc les satrapes étaient généralement choisis parmi l'aristocratie perse et mède, voire parmi des princes royaux, et ils constituaient l'instrument de la mainmise perse sur un immense empire. Voyons en thème numéro 3 les Perses aux yeux des Grecs. Donc, au cœur de la représentation grecque antique, le Perse émergeait tel un reflet de l'altérité, porteur d'une étrangeté culturelle et physique
qui fascina et suscita maintes réflexions. Donc les Grecs, intrinsèquement imprégnés de leur propre conception identitaire, érigèrent le Perse en incarnation de l'autre, de l'étranger, dont la différence stimulait à la fois la curiosité et l'anxiété. Donc l'altérité perse, dépeinte avec une certaine dose d'exotisme, engendra une dynamique où le grec se percevait comme le parangon de la civilisation, contrastant avec le perse, souvent vu comme un barbare. Donc cet antagonisme culturel, élaboré à travers des prismes tels que la religion, les coutumes vestimentaires et les modes de gouvernance, engendra un récit dichotomique où l'identité grecque trouvait sa définition, sa légitimité, dans l'opposition à l'autre. Donc les représentations des Perses dans l'art, la littérature et le théâtre grec contribuèrent à forger l'image complexe du Perse en tant qu'autre. Donc Hérodote, souvent considéré comme le père de l'histoire, décrivit les Perses de manière détaillée, mettant l'accent sur leurs coutumes, leur organisation sociale et leurs différences culturelles. Mais il n'était pas dénué d'une certaine admiration pour l'Empire perse. Échille, dans la tragédie Les Perses, évoque lui les événements de la bataille de Salamine, sachant qu'il avait participé aux deux guerres médiques. La pièce offre une perspective unique sur la guerre du point de vue des Perses, mettant en scène les souffrances et les tourments ressentis par la reine-mère Atossa et par le cœur des Perses. Dans la comédie Les Arcaniens, Aristophane satirise les Perses, les présentant comme des individus avares et soumis au despotisme. Cette représentation comique contribua à la construction d'une vision négative du Perse dans l'esprit grec. Les représentations artistiques de Perses sur des vases peints ou des bas-reliefs grecs présentent fréquemment des Perses de manière stéréotypée, soulignant leurs caractéristiques physiques distinctes telles que les vêtements, les coiffures et la barbe. Alors, les Perses étaient aussi parfois représentés sur des monnaies grecques, symbolisant la victoire des Grecs sur les Perses. Et donc toutes ces images renforçaient la fierté nationale grecque, tout en perpétuant l'image du Perse en tant qu'ennemi vaincu. Et donc finalement, tous ces exemples illustrent la variété des représentations des Perses dans l'art, la littérature et le théâtre, témoignant de la complexité des perceptions et des attitudes envers l'autre dans le contexte de la Grèce antique. Voyons en thème numéro 4 la révolte de Lyonie et la première guerre médique. Donc, le premier épisode conflictuel majeur entre Grecs et Perses fut la révolte de Lyonie contre les Perses en 499. Donc à la fin du VIe siècle, l'empire perse achéménide avait étendu son influence sur une grande partie de l'Anatolie et sur les cités grecques d'Ionie, et de l'Éolide également. Donc, Lyonie était alors constituée de 12 cités grecques, avec principalement Milet, Éphèse et Phocée, et en 499, une révolte des cités grecques éclata sous l'impulsion de Milet. Donc, les cités ioniennes formaient une ligue principalement religieuse, et qui permettait de les unifier autour d'une cause commune. La domination perse, initialement tolérante, devint oppressive avec les réformes fiscales de Darius qui entraînèrent des tensions sociales. À voir aussi que la mer Noire était devenue un lac perse et que la Thrace était devenue une satrapie, tandis que la politique de Darius appauvrissait les marchands ioniens. Donc la révolte de 499 visait d'abord à évincer les tyrans imposés par les Perses et à proclamer l'isodomie, c'est-à-dire l'égalité, devant la loi. Signe qu'il s'agissait au départ d'une crise sociale et politique plutôt que du réveil d'une conscience nationale grecque. Aristagoras, le tyran de Milet, se révolta donc contre les Perses après une tentative infructueuse de reconquête de l'île de Naxos avec l'aide des Perses, car il craignait des représailles. Donc il proclama l'isonomie et appela les cités ioniennes à se débarrasser de leurs tyrans pro-perses. Et donc en quête de soutien militaire, il se tourna d'abord en vain vers Sparte. Finalement, il sollicita Athènes, qui était préoccupé par les intrigues d'Hippias, l'ancien tyran de la cité, qui était en exil à Sardes. Donc Athènes envoya 20 trières et Érétrie 5, mais aucune autre cité ne répondit à l'appel. Les Perses mirent plus de 6 ans pour réprimer la révolte en Ionie, car les premiers affrontements furent favorables aux Grecs avec une victoire navale en 498.
Cependant, une opération des Ioniens échoua à Sardes et les Perses, commandés par Artapherne, le satrape de Lydie, remportèrent une victoire près d'Éphèse. La révolte gagna ensuite en ampleur, touchant Chypre, la Propontide, l'Hellespont, la Carie et d'autres régions. Et en 497, les Perses écrasèrent la révolte à Chypre et dans l'Hellespont et reprirent progressivement le contrôle des cités rebelles. Aristagoras trouva la mort en Thrace et les Cariens finirent par se rendre en 494. À cette date, Milet restait la dernière cité rebelle et elle fut attaquée. Et une bataille navale près de l'îlot de Ladée aboutit à la destruction de la flotte grecque. Milet fut prise, détruite et sa population déportée. 493. Les Perses soumirent ensuite les dernières cités rebelles. Alors, si l'on accepte le cas de Milet, Darius usa une certaine modération. Il imposa un tribut aux cités rebelles, mais leur laissa leur autonomie. La défaite des Ioniens entraîna en Grèce continentale, donc surtout à Athènes, une profonde réaction de tristesse. Et dans le même temps, cette révolte avait attiré l'attention de Darius vers l'Occident. Il avait probablement le désir d'établir en Grèce continentale des régimes qui lui étaient favorables. En tout cas, le rôle joué par Athènes et Érétrie lui montrait la nécessité d'imposer son autorité sur les deux rives de la mer Égée. Et donc pour punir Athènes et Érétrie de leur soutien aux Ioniens, les Perses planifièrent une expédition vers la Grèce continentale, connue donc sous le nom de Première Guerre médique. En 492, Mardonios fut chargé par Darius d'occuper la Macédoine et la Thrace. L'année suivante, les Perses envoyèrent des ambassadeurs pour demander la soumission des cités grecques. Athènes et Sparte refusèrent, mettant à mort les ambassadeurs. Mais ils ne prirent pour autant pas de mesures significatives. Donc l'expédition perse rassemblait 25 000 hommes et au moins 200 navires. Donc elle débuta avec succès car les Perses traversèrent, grâce à la marine phénicienne, directement donc la mer Égée, et prirent le contrôle de Naxos et de Délos. Donc les Perses atteignirent ensuite Lebé pour attaquer Érétrie, et après 6 jours de siège, la cité, victime d'une trahison, fut prise, pillée et ses temples incendiés. Et sa population fut déportée en Mésopotamie, marquant la première étape de la vengeance du grand roi. Puis les Perses marchèrent contre les Athéniens. Donc, l'armée perse, qui était conseillée par Hippias, donc l'ancien tyran de la cité, débarqua à Marathon en septembre 490. Et donc les Athéniens, commandés par le stratège Miltiade, se rendirent à leur rencontre avec environ 10 000 hoplites, sans compter de nombreux esclaves fraîchement affranchis. Alors, Miltiade connaissait bien les faiblesses de l'armée perse dans le combat rapproché pour avoir combattu avec eux contre les Scythes, et il décida de les affronter à peine débarqués sur la rive plutôt que de les attendre derrière les murs de la cité. Et les Athéniens et leurs alliés platéens remportèrent une victoire éclatante. Environ 6400 Perses furent tués, la plupart noyés en tentant de fuir, tandis qu'Athènes ne perdit que 192 citoyens. Donc une fois le débarquement repoussé, les Grecs retournèrent précipitamment à Athènes pour protéger la cité d'une attaque par la mer, et là aussi, les Perses furent repoussés. Donc la victoire de Marathon devient symbolique pour les Grecs et renforça leur confiance face aux Perses. Pour les Athéniens, ce fut un succès de prestige et l'affirmation du rôle des citoyens en armes dans la défense de la cité et de la démocratie. Du côté perse, la défaite à Marathon n'empêcha pas les Perses de garder le contrôle de la mer Égée. Darius se détourna un temps du front grec en raison de la révolte de l'Égypte, et son successeur Xerxès prit la relève avec une volonté farouche de revanche. Voyons en thème numéro 5, la Deuxième Guerre médique. En 485, Xerxès décida de venger la défaite à Marathon, avec Mardonios, donc l'un des généraux de la Première Guerre médique, comme conseiller. Xerxès planifia minutieusement l'invasion de la Grèce et rassembla une immense armée terrestre et navale pour envahir la Grèce.
Les estimations des effectifs varient entre les historiens, sachant que les chiffres des auteurs grecs sont souvent vus comme exagérés. Xerxès disposait d'une armée de métiers permanente, mais ses soldats provenaient d'un empire multiethnique et leur armement variait fortement, ainsi que leur efficacité au combat. Donc les tactiques perses impliquaient souvent des archers à pied placés au devant de l'infanterie, avec la cavalerie encadrant le tout. Alors, la cavalerie perse surpassait en nombre et en qualité celle des Grecs, mais l'infanterie grecque, les hoplites, était largement supérieure. Donc les Perses n'étaient pas une nation maritime, mais ils pouvaient compter sur les flottes phéniciennes et égyptiennes, qui étaient au moins aussi efficaces que celles des Grecs. Alors, il encouragea Carthage à attaquer Syracuse en Sicile afin d'empêcher le ralliement de cette puissante cité à la cause des autres cités grecques. Donc les cités grecques étaient à l'époque surtout préoccupées par leurs querelles internes et elles restèrent longtemps insouciantes face aux dangers perses et plusieurs d'ailleurs se rallièrent même à Xerxès. Et les personnalités grecques telles que Hippias, donc le tyran d'Athènes, et Démarate, un roi spartiate déchu, conseillaient même les Perses. Donc cette attitude pro-perse était appelée le médisme, donc en référence aux Mèdes. Alors, le plan d'invasion prévoyait de traverser la Thrace et la côte de la Macédoine, donc qui était toujours sous tutelle des Perses. Et pour éviter les tempêtes, Xerxès ordonna le percement d'un canal en Chalcidique. Et un double pont flottant fut aussi construit sur l'Hellespont par les Phéniciens et les Égyptiens pour assurer un ravitaillement continu. Et donc en mai 480, l'armée perse, qui était commandée par Xerxès en personne, franchit les ponts de bateaux pour se diriger vers la Grèce. Et la jonction avec la flotte fut réalisée en juin. Quant aux Athéniens, ils connaissaient alors des luttes politiques entre démocrates emmenés par Thémistocle et aristocrates. Éloquent et ambitieux, Thémistocle devint stratège et archonte, ostracisant ses principaux rivaux. Et il plaida donc, en faveur de la construction d'une flotte permanente financée par les mines d'argent du Laurion. Et donc à cette date, Athènes possédait une puissante flotte de 200 trières. Alors, les préparatifs perses avaient quand même commencé à inquiéter Athènes et Sparte, et un congrès panhellénique s'était tenu à Corinthe en 480. Donc une alliance défensive fut formée, mais de nombreuses cités préféraient rester neutres. Donc à l'été 480, les Perses s'avancèrent en Grèce centrale et les Grecs optèrent pour une stratégie défensive. Léonidas, l'un des deux rois de Sparte, défendait les Thermopyles avec 4000 hoplites d'élite, tandis que Ribiade, lui aussi un Spartiate, bloquait le passage maritime au nord de Lébé. Léonidas choisit une position forte aux Thermopyles dans un étroit défilé, tandis que les troupes de Xerxès se dirigèrent vers le sud après avoir traversé la Thessalie, tandis que la flotte perse prit la mer une dizaine de jours plus tard pour coordonner son arrivée avec les troupes terrestres. Donc, face à l'ampleur des forces ennemies, Eurybiade quitta sa position. Les Perses subirent des pertes lors d'une violente tempête, et bien qu'il conservât la supériorité numérique, Xerxès ne pouvait plus diviser ses forces navales pour convoyer l'armée tout en combattant la flotte grecque. Donc Eurybiade put remonter à l'Artémisone afin de protéger les arrières de Léonidas. Les batailles navales entre Perses et Grecs se poursuivirent, mais après 3 jours de combats acharnés, les Grecs, apprenant la mort de Léonidas, dont on parlera tout de suite après, prirent la fuite. La victoire perse sur mer fut difficile, mais indéniable. Sur terre, les troupes commandées par Léonidas résistèrent héroïquement aux Thermopyles, infligeant de lourdes pertes aux Perses. Cependant, voyant que les Perses tentaient de les contourner, Léonidas décida de se sacrifier avec 300 de ses meilleurs hommes pour permettre aux Grecs d'organiser leur défense. Les 300 Spartiates furent tous tués, faisant de la bataille des Thermopyles le symbole de la résistance grecque et de l'héroïsme spartiate. Xerxès put avancer sur terre et sur mer, faisant la conquête de la Béotie. Il pénétra en Attique en direction d'Athènes. Face aux faibles défenses en Attique, Thémistocle proposa une évacuation vers des îles voisines. Seuls quelques centaines de soldats restaient à défendre l'acropole. Et donc en septembre 480,
Les Perses prirent l'acropole et le pillèrent, massacrant les défenseurs. Ils brûlèrent également des temples. Thémistocle parvint alors à convaincre Eurybiade de combattre dans la rade de Salamine avec le soutien d'Égine et de Mégare. Donc Thémistocle utilisa une ruse pour attirer une partie de la flotte perse dans une position défavorable. Le plan réussit parfaitement et la moitié de la flotte perse fut anéantie, malgré des pertes grecques importantes, soit 40 navires. Après cette défaite, Xerxès craignait une attaque navale sur les Lespons, qui le couperait de son ravitaillement. Et donc il retourna en Anatolie, laissant Mardonios au commandement d'une armée perse qui était encore puissante. Alors, les Grecs furent surpris par le départ du roi perse et ils envisagèrent un moment de le poursuivre. Quant aux Spartiates, ils construisirent un mur sur l'isthme du Péloponnèse pour se prémunir d'une invasion perse. Alors, Mardonios souhaitait poursuivre la guerre. Cependant, la mauvaise saison approchait et il décida de prendre ses quartiers d'hiver en Thessalie. Et donc, durant cette période, il mena des manœuvres diplomatiques pour isoler Sparte, cherchant à convaincre des cités, notamment Argos, la rivale historique de Sparte, de s'allier à lui. Alors, il tenta l'ouverture de négociations avec les Athéniens, mais face à leur refus, il envahit de nouveau l'Attique au printemps 479. Mais cette fois, les Spartiates, menés par Pausanias, donc neveu de Léonidas et régent de la cité, réagirent. Les Grecs purent alors réunir la plus grande armée alors jamais vue dans leur histoire, soit 110 000 hommes selon les auteurs antiques, ramenés à 40 000 par les historiens modernes. L'armée grecque comprenait des troupes de Sparte, d'Athènes, de Corinthe, ainsi que d'une vingtaine d'autres cités. Les Perses pouvaient, eux, compter sur quelques alliés grecs, dont les Thébains, dont certains dirigeants avaient choisi de s'allier aux Perses pour contrer la puissance athénienne. Les Grecs franchirent l'isthme de Corinthe et se dirigèrent vers la Béotie, où Mardonios avait choisi près de Platée un terrain favorable à sa cavalerie. La bataille décisive se déroula en août 479. Mardonios, qui commandait de manière téméraire au premier rang face aux Spartiates, fut rapidement tué par un jet de front, entraînant la débandade de ses troupes. Les Perses se replièrent dans le désordre et environ 10 000 Perses et 1000 Grecs médisants trouvèrent la mort, tandis que 40 000 Perses, commandés par Artabaz, un rival de Mardonios, se replièrent sans combattre. Les pertes des coalisés étaient restées, quant à elles, limitées. Alors, la bataille de Platée marqua la fin de la présence perse en Europe. Une autre victoire fut remportée par les Grecs à la bataille navale du cap Mycale, en Ionie, donc à l'automne 479. La flotte perse fut entièrement détruite et de nombreuses cités d'Ionie en profitèrent pour se révolter. Ensuite, les Grecs s'attaquèrent aux ponts de bateaux construits sur l'Hellespont, mais à leur arrivée, ils découvrirent que les Perses avaient déjà retiré le pont et s'étaient retranchés à Sestos sur la rive européenne du détroit. Et après plusieurs mois de siège, Sestos fut prise d'assaut par les Athéniens. Le commandant perse fut crucifié et les câbles du pont ramenés en triomphe à Athènes. Cet événement marqua la fin des guerres médiques, mais les Perses continuèrent de peser sur les affaires de la Grèce pendant plus d'un siècle. Voyons en thème numéro 6, les Grecs et les Perses après les guerres médiques. Donc, les guerres médiques eurent des répercussions durables sur les relations entre Grecs et Perses. Les Grecs, bien que victorieux, continuaient à craindre une nouvelle agression, et cela contribua à promouvoir une certaine solidarité entre cités, incarnée par la Ligue de Délos, quand bien même cette ligue se transforma rapidement en outil de domination pour les Athéniens. L'impact de ces conflits sur la culture grecque fut également significatif, comme le montrent les tragédies d'Échille et les sculptures du Parthénon à Athènes. Alors, il y a un événement intéressant à voir, c'est la révolte de l'Égypte en 463, avec pour chef un Libyen dénommé Inaros, qui proposa une alliance aux Grecs, qui finirent par envoyer une flotte vers le Nil. Et donc en 454, la révolte de l'Égypte fut finalement matée par les Perses, mais elle avait révélé des faiblesses dans leur domination territoriale. Dans les années 450, les hostilités reprirent entre les Athéniens et les Perses en Anatolie, mais ces événements restent flous. Et durant la guerre du Péloponnèse, les Perses jouèrent leur partie en soutenant financièrement les Spartiates contre les Athéniens.
l'ordre des Perses permit aux Spartiates de constituer une importante flotte de guerre dans la dernière phase du conflit. Les Perses cherchaient en effet à affaiblir Athènes pour récupérer les territoires d'Ionie perdus durant les guerres médiques. Néanmoins, Alcibiade, le général athénien, devint le conseiller du satrape Tissaphernes, satrape de Lydie, en 412 et le persuada de mener une politique de bascule entre Sparte et Athènes et de réduire l'aide financière à Sparte. Et finalement, les Athéniens échouèrent à détacher les Perses de leur alliance avec les Spartiates, et la défaite finale des Athéniens en 401 devait beaucoup à l'aide des Perses aux Spartiates. Alors, dans le contexte de la guerre du Péloponnèse, les Athéniens firent la reconquête, entre 411 et 407, d'une partie des rives de l'Ionie, aidés par les initiatives désordonnées des satrapes pendant ces régions. Donc c'est à la suite de ces événements que se tint le fameux épisode de l'expédition des 10 000. Alors je ferai court à ce sujet, ayant eu l'occasion de faire une vidéo à ce sujet. Alors pour résumer, après la mort de Darius II en 405, une querelle de succession opposa ses fils, donc Arcès et Cyrus. Donc ce dernier contestait le pouvoir donné à son frère, qui avait pris le nom royal d'Artaxerxès II, et une guerre s'ensuivit. Alors Cyrus leva une armée en s'appuyant sur des mercenaires grecs, les 10 000, dont faisait partie Xénophon, qui narra ces événements dans son célèbre Anabase. Alors les deux armées s'affrontèrent à Cunaxa, en Mésopotamie, en 401. Cyrus fut tué, et les 10 000, qui s'étaient bien tenus dans la bataille, entamèrent un long périple à travers l'Asie mineure pour retourner en Grèce. Cette expédition audacieuse montra aux Grecs qu'une opération était possible au cœur même de l'Empire. Philippe et Alexandre sauront s'en souvenir. Et donc, à la suite de cette guerre de succession, Artaxerxès II chercha à rétablir l'ordre dans les territoires qui s'étaient rangés du côté de Cyrus et visait à reprendre le contrôle du littoral égéen. Donc les Ioniens se tournèrent une nouvelle fois vers les cités grecques. C'est comme ça que le Spartiate Agésilas II mena une campagne victorieuse en Ionie et en Phrygie, mais dut finalement revenir précipitamment à Sparte. Épuisés par les guerres, les cités grecques aspiraient désormais à la paix. Et donc en 386, Artaxerxès II imposa sa paix, connue sous le nom de paix du roi, qui fut acceptée par toutes les cités, à l'exception de Thèbes, qui était alors en plein essor. Mais dans le même temps, l'Empire perse était confronté à une vague de révoltes dans ses provinces, tandis que la cour achéménide connaissait des complots mortels entre factions rivales. C'est donc un empire affaibli qui dut affronter la menace d'un royaume alors en pleine expansion, la Macédoine de Philippe II. Voyons en thème numéro 7 l'œuvre d'Alexandre le Grand. La Ligue de Corinthe, fondée en 307 par Philippe II, instituait une alliance militaire explicite contre l'Empire perse, l'ennemi commun des Grecs selon les termes du traité. Alors, le prétexte fourni par Philippe était de venger la profanation des sanctuaires grecs durant la Deuxième Guerre médique et de libérer définitivement les cités grecques d'Ionie et de Lydie. Alors, Philippe poursuivait un objectif, à savoir fonder un empire macédonien en Anatolie, et il suivait en cela les recommandations faites par l'orateur athénien Isocrate, qui faisait du roi de Macédoine le champion du pan-hellénisme et le chef de guerre contre les barbares perses. Donc, profitant du désordre qui faisait suite à l'assassinat d'Artaxerxès IV, Philippe fit appel au début de l'année 336 à ses deux généraux de confiance, Parménion et Attale, pour diriger un corps expéditionnaire de 10 000 hommes. Les Macédoniens remportèrent quelques victoires face aux Perses avant d'être contraints de se replier, et rares furent les cités grecques à se déclarer en faveur des Macédoniens. Alors, la mort de Philippe en 336 ne changea pas les plans, et en 334, son fils Alexandre se lança dans l'invasion de l'Empire perse. Alors, je n'évoquerai pas ici les aspects militaires qui sont bien connus, et j'ai déjà eu l'occasion de les traiter à maintes reprises. J'insisterai sur l'œuvre politique et culturelle d'Alexandre à l'égard des Perses, sachant que certains historiens le voient comme le dernier des Achéménides. Puisqu'à la suite de ces fulgurantes conquêtes, Alexandre fonda un empire multiethnique et multiculturel
était établi sur les bases de l'Empire perse. Il conserva les cadres administratifs des Achéménides, dont les satrapies, tout en cherchant à se concilier l'aristocratie perse et mède, comme le montre la rénovation du tombeau de Cyrus ou les noces de Suse dont on reparlera tout à l'heure. Donc chaque peuple conservait ses particularismes culturels ou religieux comme du temps des Perses. Les populations continuaient de parler leur langue, dont l'araméen et le babylonien. Alors, à voir qu'en 330, Alexandre parvint à Persépolis, qui est la ville la plus symbolique du pouvoir achéménide, sauf que la capitale fut livrée au pillage, et quelques mois plus tard, dans des circonstances assez floues, les palais furent incendiés. Donc cet incendie est souvent interprété comme étant volontaire, bien qu'il allait à l'encontre de la politique d'intégration du conquérant. Alors, il est possible qu'Alexandre aurait effectué un geste symbolique mûrement réfléchi, à la fois en direction des Perses, mais surtout en direction des Grecs, sachant que l'incendie était vu comme la revanche de l'incendie d'Athènes par Xerxès en 480. Et donc on pourrait considérer que c'est une forme d'opération de propagande envers les Grecs. Il est également possible qu'Alexandre ait voulu affirmer son pouvoir face à une population peu encline à se rallier à lui, mais ça paraît tendancieux, sachant qu'il a quand même intégré les élites perses. Alors une autre interprétation veut qu'Alexandre ait provoqué l'incendie dans un état d'ivresse, poussé par une jeune courtisane dénommée Thaïs, qui épousera plus tard Ptolémée. Alors quoi qu'il en soit, Alexandre regretta par la suite ce geste, qui fut très mal perçu par les Perses, mais accompli avec joie par les troupes macédoniennes. En fait, les troupes macédoniennes pensaient à tort qu'Alexandre trahissait son regret du pays natal et manifestait par cet incendie sa volonté de ne pas se fixer en Asie, ce qui n'était pas le cas. Alors, une tradition chez les Zoroastriens évoque même une persécution religieuse dirigée par Alexandre, qui aurait fait tuer des mages et ordonné la destruction du livre sacré des Zoroastriens, des Maznéens, l'Avesta. Mais cette affirmation semble s'inscrire dans une légende noire, sachant qu'elle ne figure pas dans les sources directes. Alors Alexandre est aussi mentionné dans l'ouvrage zoroastrien Le vrai livre de la foi, donc écrit du temps des Sassanides. Et dans cet ouvrage, il est décrit comme le génie du mal, le damné, le maudit Iskander. Donc en raison de la conquête de l'Empire achéménide et de l'incendie de Persépolis, qui abritait donc les textes sacrés du zoroastrisme. Alors avec l'introduction de l'islam en Iran à partir de 652, la perception d'Alexandre changea, car les premiers musulmans, dans la continuité du judéo-christianisme, éprouvèrent de la sympathie pour lui. Alors Alexandre ne voulut pas se contenter d'un empire macédonien débordant sur l'Asie, contrairement à l'idée défendue par Isocrate. Il voulait en fait l'Asie tout entière, du moins selon la connaissance qu'en avaient les Grecs à l'époque. Car il ne fit qu'appliquer le droit grec de la guerre en s'accaparant l'empire perse. Donc il paraît clair que l'objectif d'Alexandre était de remplacer la souveraineté achéménide par la souveraineté macédonienne et qu'il considérait que toutes ces conquêtes étaient définitives. Les historiens antiques étaient en tout cas convaincus que son objectif était bien la conquête de l'ensemble du territoire achéménide, et non une conquête improvisée au gré des victoires et des événements. Donc finalement, la politique impériale menée par Alexandre fait dire à certains historiens, notamment Pierre Briand, qu'Alexandre était le dernier des Achéménides. Il rassembla toutes les terres conquises par les Achéménides au sein d'une même construction, et il reprit en main l'administration centrale et satrapique en désignant parfois des Perses ou des Mèdes. Enfin, il conserva le système tributaire au sein de la terre royale. À voir aussi qu'il y a un événement qui montre la volonté d'intégration des élites, c'est son mariage avec une princesse bactrienne, et non perse comme souvent dit, et les noces de Suse, qui virent ses proches compagnons épouser des femmes perses et mèdes, montrant donc une volonté de fusionner les élites irano-grecques. Puisque le grand dessein d'Alexandre fut d'associer les élites perses et les aristocraties locales en faisant en sorte qu'elles conservassent les charges déjà occupées sous les Achéménides. Alors, il introduisit également l'étiquette perse à la cour, dont le cérémonial de la prosternation, ce qui provoqua une résistance de la part de certains gréco-macédoniens.
Et il fit aussi en sorte que 10 000 de ses soldats et officiers épousassent des femmes iraniennes lors des noces de Suse en 324, alors que ces mariages se firent à la mode perse. Alors, ces noces devaient permettre la procréation d'une nouvelle population mixte qui serait intégrée ensuite dans l'armée. Donc les enfants devaient être éduqués à la macédonienne et bénéficier d'ailleurs d'un statut juridique. Alors lui-même épousa Statera, donc en plus de son précédent mariage avec Roxane, donc Statera qui était la fille aînée de Darius III. Il épousa également Parisatis, une fille d'Artaxerxès III. Donc il cherchait par cette union à complètement assurer sa légitimité dynastique et à s'intégrer dans la famille royale achéménide en devenant le gendre de feu Darius III. Donc pour certains historiens, les noces de Suse témoignent de la volonté d'unir les peuples dans un esprit de fraternité universelle, les Perses n'étant plus considérés comme des sujets et se voyant associés au gouvernement de l'Empire. Mais cette vision idéaliste ne résiste pas à un examen critique. Ces noces sont en fait plutôt le prétexte d'une réconciliation entre Alexandre et les Macédoniens, alors que cette hypothétique fusion entre les peuples concernait en premier lieu les élites. Pour autant, il est clair qu'Alexandre sut dépasser l'opposition traditionnelle entre Grecs et Perses, avec pour objectif d'assurer la pérennité de son empire. Alors voir que l'intégration des Perses dans la phalange, on appelle donc les épigones perses, les successeurs, les héritiers, fut l'une des raisons pour lesquelles les soldats se mutinèrent à Opis, donc près de Babylone, en 324. À voir aussi que la colonisation et l'implantation de villes nouvelles, de garnisons, avaient engendré des unions mixtes qui donnèrent naissance à des enfants qu'Alexandre, on l'a vu, comptait élever et armer à la Macédonienne. Alors finalement, cette politique s'apparentait davantage à une assimilation des indigènes qu'à une fusion des peuples, comme parfois avancée. À l'époque hellénistique, qui vit des brassages ethniques, linguistiques ainsi que des syncrétismes religieux, réalisa en partie ce souhait d'Alexandre de dépasser l'opposition traditionnelle entre Grecs et barbares et d'en unifier les élites. À la suite d'Alexandre, les Séleucides s'inscrivirent dans la continuité des rois perses pour le contrôle des territoires. Alors, il convient d'ailleurs de remarquer qu'il s'agit de la seule grande dynastie hellénistique à posséder une ascendance iranienne, du moins au départ, sachant que Séleucos avait épousé une princesse perse et il l'avait conservée après les noces, après la mort d'Alexandre, et que de leur union naquit son fils et successeur Antiochos. Donc la domination séleucide se fit dans la continuité des pratiques achéménides, sachant que le système satrapique fut respecté et que les communautés soumises à l'empire bénéficiaient d'une certaine autonomie, comme du temps des Achéménides. Mais le cœur de l'empire séleucide était situé initialement en Babylonie et non en Perside, puis il se trouva ensuite en Syrie. Et au milieu du IIe siècle avant notre ère, les Parthes occupèrent la Perside, ainsi que d'autres régions de Haute-Asie, coupant définitivement les Grecs du foyer originel des Perses. Voyons en dernier thème les interactions et les influences mutuelles. Alors, l'une des caractéristiques notables de l'Empire perse était un système politique qui combinait des éléments de gouvernance centralisée avec une certaine tolérance envers les pouvoirs locaux. En ce sens, les souverains achéménides prirent le titre de roi des rois pour exprimer leur prééminence sur des États vassaux ou tributaires. Globalement, les Achéménides respectèrent les coutumes et les rites religieux des différents peuples de leur empire, et ils se chargeaient même parfois de rappeler à l'ordre les fonctionnaires zélés. Ainsi, les cités grecques d'Ionie conservèrent leurs institutions à la condition de payer un tribut, éventuellement d'entretenir des garnisons perses. Alors, les Perses héritèrent et adaptèrent les traditions artistiques et intellectuelles des civilisations mésopotamiennes et laissèrent un héritage durable, notamment dans l'architecture, les arts et les systèmes administratifs. Ils surent également, au contact des Grecs, faire évoluer certaines de leurs pratiques. L'architecture perse profita de l'apport des techniques grecques du fait de l'intégration de l'Ionie dans l'Empire. Ainsi, à Persépolis, l'influence grecque était visible dans le style ionique des colonnes des palais, dans les salles hypostyles, c'est-à-dire un espace fermé dont le plafond est soutenu par des colonnes, ainsi que dans les portiques des palais. Et la participation d'artisans grecs à l'érection de ces colonnes et à l'ornementation des palais de Perse est mentionnée par diverses sources antiques.
Dans le domaine de la métallurgie, les orfèvres perses s'inspirèrent des Grecs pour les ritones, donc des cornes à boire. À voir aussi que les rois perses comptaient sur leurs médecins grecs pour les maintenir en santé. Et donc après la chute des Achéménides face à Alexandre, une grande partie des pays iraniens passèrent sous la domination de la dynastie séleucide. Et donc les Séleucides s'associèrent à plusieurs reprises à l'image de la divinité solaire Hélios, ce qui, dans leur possession orientale, pouvait refléter une volonté de s'approprier l'image des dieux solaires locaux, dont principalement Mitra. Il existait par ailleurs une forme de syncrétisme entre des divinités grecques et perses, comme ce fut le cas dans le royaume gréco-bactrien, qui s'était détaché des Séleucides au milieu du IIIe siècle. Ainsi, le plus grand sanctuaire de la ville d'Aïranoum, le principal site fouillé de la Bactriane hellénistique, pourrait être consacré à Zeus Mitra, ce qui renvoie à un rôle de garant de la royauté. L'héritage culturel des Perses perdura au sein de l'Empire parthe, de l'Empire sassanide, puis de l'Empire romain d'Orient, où des éléments de l'art, de l'administration et de l'architecture perse furent incorporés. A l'inverse, les Grecs adoptèrent de leur côté certains éléments culturels perses. Dans le domaine de l'architecture et de l'art, les Grecs adoptèrent par exemple les colonnes à chapiteaux doubles sur le modèle visible dans les palais à Persépolis. Dans la mode vestimentaire, les Grecs adoptèrent la tiare, le manteau et d'autres vêtements perses, ainsi que des motifs et des textiles perses. Dans la cuisine, des ingrédients, des techniques de cuisson et des plats perses furent adoptés par les Grecs, comme certaines épices ou herbes. Dans les sciences, les Grecs adaptèrent des éléments perses dans leur philosophie, dans la médecine, dans l'astronomie, ces disciplines qui devaient elles-mêmes beaucoup aux Babyloniens. Enfin, dans le domaine religieux, les Perses montrèrent souvent une forme de tolérance envers les peuples conquis, et cette approche influença les Grecs vivant en Asie à l'époque hellénistique, et puis les sensibiliser à une forme de coexistence religieuse pacifique. En guise de conclusion, les interactions entre Grecs et Perses furent marquées par une combinaison complexe de conflits, de contacts culturels et d'influences mutuelles. Ces deux civilisations coexistèrent pendant des siècles et échangèrent des aspects culturels, économiques et politiques malgré des périodes de grande rivalité et de conflits militaires. Longtemps vus comme l'ennemi vital des Grecs, les Perses tendent à évoluer avec l'historiographie moderne. Il est désormais plus un alter ego du grec qu'un barbare. Alors longtemps, la vision occidentale a montré un Orient endormi qui ne se réveilla qu'avec les conquêtes d'Alexandre. Mais pour certains historiens, c'est surtout parce qu'en fait les Achéménides ne surent pas inventer leur propre mythe ou produire des récits capables de faire fonctionner l'imagination sur leurs propres actions. Alors, les Grecs de Légée vivaient constamment à l'ombre du grand roi, qui est un personnage familier, et dont les agents et les ambassadeurs transmettaient ordres ou menaces, tandis qu'aux yeux des Perses, les Grecs n'étaient qu'un peuple parmi d'autres, au sein ou en marge de leur empire, comme les Babyloniens, les Bactriens, les Égyptiens ou les Lydiens. Le personnage de Cyrus le Grand fut l'objet de l'admiration des Grecs de l'Antiquité, comme chez Hérodote et Xénophon. Mais il est vrai que la victoire des citoyens en armes de Marathon, que le sacrifice des Spartiates aux Thermopyles, que la victoire du génie stratégique des Grecs à Salamine agissent comme des moments fondateurs de l'histoire occidentale, et je mets des guillemets à ce terme. Il suffit de voir le film 300 pour se convaincre que le Perse, pour ne pas dire iranien, a encore l'image de l'ennemi aux yeux de certains occidentaux. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci pour vos abonnements, vos retours, vos commentaires. Je vous dis à très bientôt.